Bienvenue sur la page Bien-être à Montreuil et je vous présente l'équipe de la consultation des pairs et avec qui on va pouvoir passer un certain temps pour comprendre de quelle manière on peut y accéder et ce que ça peut apporter justement aux personnes qui vont être pères ou coparents. Et du coup, bonjour à toutes les deux. Eh bien, merci déjà de nous avoir proposé d'enregistrer, de faire un live pour vous parler de cette consultation. Alors d'abord, on va se présenter. Moi, je m'appelle Julie Châteauneuf, je suis sage-femme et je m'occupe de déployer ce projet de consultation des pairs. Et moi, je m'appelle Louise Pagès, je suis interne en médecine et je suis en spécialité santé publique. Et j'ai soutenu ma thèse de docteur à propos de cette consultation et sur l'évaluation des pairs de cette consultation. Donc, je vous en reparlerai un peu plus tard aussi. Okay. Et ensuite, dans l'équipe très restreinte et de coordination, j'ai un binôme, Swati Perrault, qui s'occupe également de déployer le projet avec moi. Et le docteur Inès Mouloufou-Kila, c'est la médecin qui s'occupe de réaliser ces consultations. Et ensuite, on est accompagné de la direction de la santé de la ville de Montreuil, Vincent Kaufmann et le docteur Pierre-Étienne Manuelan, et de deux infectiologues, Pauline Penaud, qui est à l'origine de ce projet, Joanne Caillol, et qui ont aussi la casquette chercheuse. D'accord. Voilà. Et donc Pauline Penaud, qui est rattachée à l'hôpital de Montreuil, et Joanne Caillol, qui est rattachée à l'hôpital d'Avicenne. Et c'est un projet vraiment soutenu. Alors quand on dit projet, ça veut dire étude, enquête, qui est soutenu par la ville de Montreuil et l'hôpital de Montreuil. On porte vraiment ensemble. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est la consultation des futurs pères? Donc c'est une consultation qu'on va proposer dès la déclaration de grossesse et jusqu'aux 2 mois de l'enfant, dans le parcours périnatal de la femme enceinte et qui est à destination de tous les futurs pères. Donc c'est une consultation de prévention. Elle va durer à peu près 30-40 minutes. Elle est réalisée, donc c'est une consultation médicale. Elle est réalisée donc par un médecin généraliste, là en l'occurrence le docteur Mouloufou-Kila. Elle est gratuite. Alors gratuite, oui, elle est prise en charge à 100%. Et c'est une consultation. L'idée vraiment, c'est de prévoir un temps d'échange spécial pour le futur père. Au cours de cette consultation, on va réaliser donc tout un examen clinique général. On va proposer un dépistage des IST, infections sexuellement transmissibles. On va pouvoir éventuellement aussi remettre à jour les vaccinations. On peut réaliser d'autres examens complémentaires et surtout, il va y avoir tout un temps d'échange avec la médecin où elle va discuter avec le futur père de ses habitudes, mode de vie, de lui, ses vulnérabilités, de comment il se positionne pendant la grossesse. Vraiment, elle va vraiment ratisser très, très large. Il y a énormément de sujets qui vont être abordés. Et ensuite, c'est le travail du médecin, voilà, d'essayer un peu d'adapter et d'adapter en fait cet interrogatoire en fonction de la personne qu'il y a en face. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir délivrer des messages de prévention avec l'enfant qui arrive. Ce qui est plutôt chouette, parce que comme ça donne vraiment une place, justement, au père, et ça permet aussi de faire une sorte de bilan, d'état des lieux pour lui, de où il en est dans cette situation-là et dans ce qui va venir. C'est une manière aussi effectivement de faire le parallèle entre la santé de l'homme et puis de le mettre justement en parallèle avec les modifications qu'il pourrait mettre en place avec l'arrivée de l'enfant. Et ça permet aussi de commencer à projeter, en fait, pour le père, de commencer à... Si c'est pas des choses qu'il a déjà mis en place, c'est des questions qui s'ouvrent et c'est des possibilités de modification ou de se séréniser sur certains éléments et ensuite d'être orienté si besoin. Et à la base, vraiment, ce projet, alors sans rentrer dans les détails de pourquoi, comment, etc. Ce projet, en fait, il partait aussi vraiment du constat que, et c'est vraiment dans la littérature et c'est chiffré,
c'est que les hommes ont beaucoup moins d'accès aux soins, beaucoup moins de contact avec le système de soins que nous les femmes. Nous les femmes, on va avoir plusieurs opportunités de dépistage dans notre vie via le suivi gynécologique, le suivi obstétrical lors des grossesses. Et les hommes, ils n'ont pas ces opportunités de dépistage. Et c'est pour ça que la grossesse constitue quand même un moment privilégié pour les femmes, de toute manière, de faire du dépistage, mais aussi, pourquoi pas, pour les hommes. Et après, sans rentrer dans les détails, mais c'est vrai que dans ce projet, on s'est aussi beaucoup dit à quel point, quand la femme est enceinte, par exemple, on va juste dépister le VIH, les hépatites, les IST chez la femme, et sans penser en fait qu'il puisse y avoir des relations sexuelles au cours de la grossesse et qu'il puisse y avoir une transmission d'infection. Ok. Et à quel point, oui, là, par exemple, la sexualité est un impensé pendant la grossesse. Donc voilà, c'est beaucoup toutes ces petites idées qui ont pu arriver à ce projet et la mise en place de cette consultation. Et je voulais rajouter un autre truc. Et par ailleurs, on sait aussi que la période de la grossesse, c'est un moment de particulière vulnérabilité psychique, puisque il y a des taux de dépression du postpartum qui vont jusqu'à 11% dans certaines études, une prévalence du blues du postpartum pour les hommes qui va jusqu'à 40% dans des études récentes. Donc Ok. c'est vraiment aussi un moment, pas pour tout le monde, hein. Il y a des pères qui ont pas ces vulnérabilités ou pas ces difficultés, mais c'est aussi un moment où il y a beaucoup de doutes, où il y a beaucoup de questionnements, et où c'est important d'avoir aussi un repère dans le système de soins qui permet après de pouvoir être orienté vers des professionnels adéquats. Ouais, c'est hyper intéressant. Je savais pas du tout qu'il y avait des études là-dessus. Et les chiffres ne m'étonnent même pas parce que moi, quand je rencontre les gens dans le cabinet d'hypnose, en fait, il y a souvent des conflits de valeurs et des évolutions, de passer à de nouvelles étapes. Et là, de devenir père, c'est plus juste être soi, c'est plus juste être le fils ou le compagnon, c'est créer carrément une nouvelle cellule, la cellule parent, où on fait équipe, justement, et ça fait que ça crée tout un nouveau champ de positionnement, de personnalité. Et qui est-ce qu'on est à ce moment-là quand on est père? Qu'est-ce qu'on va reproduire d'avant? Qu'est-ce qu'on va faire différemment? Comment est-ce qu'on va considérer notre compagne et comment les choses vont évoluer? C'est vrai que ça ouvre vraiment beaucoup de pistes. Et, et quand les choses sont plutôt saines et que tout va bien, déjà c'est assez remuant. Mais alors s'il peut y avoir des hésitations avec le travail, la société, comme on la connaît aujourd'hui, avec beaucoup de choses, ça peut être assez étourdissant en fait comme situation. Ouais, mais tu as tout à fait raison et du coup je rebondis sur ce que tu dis où il y a ce qu'on appelle la notion de transparence psychique au cours de la grossesse chez les femmes. Si tu veux, c'est la barrière de l'inconscient qui est levée où elle va repenser à des choses de son passé, comme tu dis, c'est remuant, mais elle va se re-questionner sur les parents qu'elle a eus, sur l'enfance qu'elle a eue. Alors, ça se fait pas automatiquement, mais il y a quand même cette vulnérabilité que les femmes ont, et donc c'est ce qu'on appelle la transparence psychique. Et en fait, les hommes, et ensuite, il y a du fait des modifications physiques et des modifications hormonales. Alors, ce que les hommes n'ont pas, mais en fait, ils traversent aussi ça lors d'une grossesse. Et c'est pour ça que tous les trucs, alors ça fait rire parfois, mais la grossesse nerveuse, la couvade, etc., c'est des vrais phénomènes qui existent. Alors, aujourd'hui, Vous êtes étudiant, il y a une baisse Oui, de la testostérone quand les pères s'investissent en prénatal, il y a une baisse de la testostérone, il peut y avoir une montée de la progestérone aussi à la fin de la grossesse. Enfin, c'est des choses qui commencent en tout cas, émerger, qui sont moins connues que... oui, que chez la femme, parce que la femme va porter, etc., la grossesse. Mais c'est ça, c'est vraiment aussi sur ce questionnement de quels parents j'ai eu ou quels parents je n'ai pas eu, comment j'étais enfant, etc. Et c'est des questions. Et en effet, même dans un environnement sain, pas nécessairement, il peut y avoir il y a eu des problèmes, etc. Mais je pense que c'est des questions auxquelles on est confronté lors d'une grossesse, et en tant que femme et homme.
Et Et peut-être sur le contenu, 2 choses aussi, c'est que vraiment on se concentre sur la santé de l'homme individuellement et Mmh, pas sur, le comportement que devrait adopter la femme. Ça, c'est mmh, vraiment, un point phare sur, la direction qu'on prend parce qu'on veut que ça reste, un outil, de meilleur équilibre, dans la coparentalité et pas un moyen de contrôle, sur le comportement des femmes. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on est assez vigilante. mmh, Et en plus, ça s'inscrit aussi dans un contexte où il y a aucune campagne de prévention, qui est à destination des pères directement en France. Et donc en fait, ouais, c'est aussi, un système qui laisse, la charge entière et la responsabilité à la femme de devoir informer son partenaire sur les comportements en santé qui pourraient avoir une incidence sur sa propre santé à elle. mmh, Et donc c'est important aussi, de mieux répartir l'information pour que la responsabilité soit mieux répartie aussi. ouais. Là, c'est vrai qu'on est beaucoup sur, ouais, la co-responsabilité parentale, que la charge mentale de la santé de l'enfant, de la santé de la famille n'incombe pas seulement, et de l'homme aussi, heu, n'incombe pas seulement une femme, enceinte. Et c'est vrai, alors, et faute à nous, soignants, hein, je me jette, la pierre, hein, vraiment. Mais voilà, lorsque, je sais pas, on fait une première consultation de grossesse et tout le suivi de grossesse, on balance un tas de liasses de documents à la femme, et plus maintenant on vient de rajouter le flyer pour, les futurs pères, en leur disant: «Bah, s'il vous plaît, vous pouvez dire à votre conjoint, il faut absolument qu'il vienne», et on lui rajoute en fait, en vrai, enfin oui, une Une nouvelle information. information, et c'est, à elle, «S'il vous plaît, allez convaincre votre conjoint». Mmh. Donc c'est aussi nous notre travail quand on dit on déploie le projet. Ce projet, on s'aperçoit à quel point il s'inscrit là dans un nouveau changement de paradigme, de regard sur la société, et cetera. Où, nous, bah, c'est notre travail d'aller sensibiliser les professionnels de santé et de leur dire: «Parlez aux pères, incluez-les», et encore une fois, hein, je dis pas, j'étais la première, surtout dans le 93 où nous les soignants, on fait extrêmement attention aux violences faites aux femmes, aux vulnérabilités, et du coup on a beaucoup appris à mettre de côté le père. Et maintenant on leur dit: «Bah non, en fait, il faut l'inclure. Il faut l'inclure pour, même, c'est oui, pour protéger la femme, pour prendre soin de la femme, pour partager, la responsabilité, et cetera». Et donc, bah, tout notre travail, nous les coordinatrices aussi, c'est d'aller sensibiliser les professionnels, et puis d'avoir un regard sur le père. Maintenant que je suis dans cette équipe projet, beh, je vois les pères, enfin je m'adresse directement à eux, même en salle de naissance, c'est, enfin vraiment, c'est un vrai: «Comment ça va monsieur?» comment, enfin, et je fais beaucoup plus cas, d'eux que oui, avant, lors des suivis de grossesse en salle où, bah, très souvent, et ça Louise, elle va très bien en parler avec, sa thèse, son travail, de thèse, où oui, ils se sentent vraiment mis, de côté ouais, dans un parcours, mmh et c'est pas du tout un reproche, hein, quand ils le disent dans ta Non, thèse, hein. non, c'est ce que j'allais, un peu aborder, ouais, sur, ce qui est un peu particulier avec ce projet. Bon, déjà, c'est un projet qui est assez tentaculaire. C'est-à-dire que Ouais, quand on propose ça, en fait, on se rend compte que ça touche, énormément de domaines et de ouais. thèmes. et c'est vrai que quand, on s'est rencontrés et que vous me l'aviez présenté, moi je m'attendais en fait à ce que vous me présentiez, une sorte, enfin un groupe de thématiques, mais le fait par exemple, d'avoir en plus, de la que les pères puissent retourner un peu plus dans le système médical, qu'ils puissent, avoir, des dépistages, qu'ils puissent, en fait c'est des items que j'aurais pas du tout imaginé. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a, enfin, moi, je le ressens comme quand j'ai été, quand ma compagne a été enceinte de mon fils, il y avait quelque chose où, ben, elle gérait, moi, j'accompagnais, ou bon, je sentais que j'étais un peu, je suivais un peu les choses, et qu'elle était vraiment actrice, et que, même si je pouvais me sentir le plus impliqué du monde, il y a quand même un truc où, bah voilà, c'est presque elle qui menait la danse. En allant voir les uns les autres, en prenant des rendez-vous, et puis en répondant aux questions qui lui étaient posées. Le fait de permettre au père en fait de s'impliquer à ce moment-là,
Moi, je trouve ça juste génial, juste dans l'idée de redonner une place et pas de permettre à ce que la personne qui peut avoir énormément de peur, à un moment donné, se satisfasse du fait que on la mette un peu de côté, que sociétalement on explique bon bah voilà les pères, vous savez c'est les gens qui vont au travail, qui ramènent les bisons pour manger, qui du coup c'est normal qu'ils ont autre chose à faire que tous ces trucs là et en vrai en fait non on n'est plus dans cette société, on est aujourd'hui on a le droit d'être autrement et justement de se sentir vraiment impliqué dans l'arrivée d'un enfant, dans la construction d'un couple, d'une équipe parentale, et que le fait de permettre comme ça aux parents, enfin aux pères, d'être sollicités, c'est aussi leur redonner une place et presque justifier presque qu'ils ont un siège aussi dans cette aventure-là et que ils sont aussi là pour actionner et ce qui permet justement d'être entendus et d'être un peu plus clairs eux-mêmes avec ce qu'ils peuvent ressentir. Mais en fait, le fait d'avoir une personne qui pose des questions, qui propose en fait des possibilités d'accompagnement, il y a un côté où, ok, on se pose et on voit de quelle manière en fait on peut être un peu mieux nous-mêmes pour accompagner la personne à côté de nous et pour accompagner le petit nouveau qui va arriver, quoi. Exactement. Et s'accompagner soi dans ce Ouais. devenir Ouais, aussi, parce que c'est aussi le choix qu'on fait aussi de ne pas forcément parler de la femme enceinte dans cette consultation. Et c'est vraiment de se centrer sur la santé de l'homme et de l'accompagner lui dans son processus de paternalisation, en fait. ouais, Donc c'est vraiment un peu décalé parce que l'idée, c'est pas de chevaucher une offre qui existerait déjà et qui oui, est l'accompagnement du couple dans l'accouchement, dans le soutien à la femme enceinte Oui, donc ça, c'est une offre qui existe déjà. Il y a le PP, il y a le suivi de grossesse. Enfin voilà, ça c'est une chose. Mais nous, on s'insère vraiment. Et ça, c'est ce que du coup, moi, j'ai rencontré 14 pères qui avaient eu cette consultation pour savoir quelles avaient été leurs perceptions. Et dans les analyses qu'on retrouve, c'est que globalement, ils étaient satisfaits du suivi de grossesse, mais ils se décrivaient comme extérieurs, en fait, comme ils utilisaient les mots spectateur, observateur, extérieur. Et en fait, c'était plutôt une exclusion qui était acceptée par eux. Il n'y avait pas vraiment de revendication, mais par contre, leur santé, leur ressenti n'étaient pas abordés. Ou alors, ils étaient abordés quand il y avait un lien avec la santé de l'enfant ou la santé ouais. de la... Et donc, ça, c'est vraiment une œuvre qui s'inscrit dans un creux où il y a pas, où il y avait pas de proposition et de recours aux soins pour les hommes. Donc Mm. ça, ça me semble important. Et pourtant, on parle d'un examen de santé partout, dans tous les textes officiels. C'est une consultation qui est mentionnée dans le Code de santé publique, dans le rapport des 1000 premiers jours. On parle à chaque fois, on fait tout le temps référence au conjoint. Alors d'ailleurs, juste quand on dit futur père, c'est slash coparent. Ouais. C'est vraiment le deuxième parent. Sur le site Amélie, dans le rapport des 1000 premiers jours, etc., on parle tout le temps d'un examen du futur père slash coparent. Et c'est juste quand vraiment, en pratique, et puis l'équipe a vraiment cherché, ça n'existe pas. En pratique, on peut pas, elle n'est pas cotée, elle n'existe pas cette consultation, on ne peut pas la faire. Et effectivement, en fait, on parlait juste avant des difficultés qu'on peut rencontrer, du fait que parfois on s'en rend pas compte, mais il y a aussi beaucoup de pères qui n'ont pas forcément présenté de difficultés, mais qui ont souligné l'intérêt de cette consultation dans le fait qu'on leur délivre une information directement à eux, que ça leur permettait aussi de se sentir reconnus dans leur fonction et que ça favorisait finalement le fait qu'ils puissent s'investir aussi, percevoir leur rôle, leur fonction, ouvrir d'autres sujets dans le couple. Et donc il y avait quand même un effet même. Et donc c'est important quand même de souligner que effectivement c'est important d'orienter les pères qui semblent en avoir besoin de cet espace, mais qu'en fait c'est vraiment une consultation qui est bénéfique, même si on semble pas avoir un problème entre guillemets en soi, quoi. C'est vraiment une offre de soins qui est bénéfique de toute façon, Ce que intrinsèquement. ce que tu évoques, c'est concrètement
quand j'ai commencé à mettre des posts justement sur la parentalité, sur ce que pourraient avoir besoin les pères, c'est ce que les hommes ont répondu. C'est que concrètement, ils avaient pas enfin, il manquait des choses en fait. Il manquait du comment on fait, il manquait du qu'est-ce qui va se passer dans les messages qui ont été envoyés sur, ben en vrai, on joue à un jeu, on connaît pas les règles. Et du coup, on a besoin de ça. Du coup, ce que tu évoques là, et ouais, c'est aussi le retour que j'ai eu par rapport aux différentes manières de poser la question que j'ai pu tester, quoi. Et puis, enfin, c'est pas qu'on a tendance à oublier, mais à quel point, en fait, c'est évident, mais que l'enfant, il se fait à deux Ouais, et qu'un enfant, enfin, qui va bien, c'est un enfant aussi qui a des parents qui sont en bonne santé. ouais, Et hier, on discutait, on avait organisé avec la mission parentalité de la ville de Montreuil, un collectif parentalité. Donc, il y avait énormément de professionnels et qui venaient de tous côtés dans le champ médico, psycho, social. Et en fait, on se disait tous, enfin, et encore une fois, qu'il y ait des problèmes ou pas de problème, il n'y a pas, enfin, comme tu dis, enfin, il n'y a pas d'espace, en fait. Les pères en ont besoin. On va leur dire, oui, le père est absent ou le père est présent, mais il agit mal, etc. Mais en fait, il n'a pas d'espace, il n'a pas même de professionnel de santé ou pas forcément de santé, il ne sait pas où aller. Enfin, mm, Et au-delà même du fait qu'il sait pas où aller, c'est qu'il y a aussi dans la société, il y a un mouvement sur les différentes paternités en fait. On passe d'une paternité traditionnelle où l'homme représente le divin, il a le droit de vie ou de mort sur son enfant, à une paternité industrielle où en fait c'est le chef économique et juridique du foyer, à une paternité contemporaine où on se recentre plutôt sur le lien, la présence, le lien affectif avec l'enfant. Et en fait, moi, ce que je retrouve chez les pères que j'ai interrogés, c'est que pour un même individu, il y a un entremêlement en fait de toutes ces paternités et que c'est difficile de trouver sa place, sa fonction. Qu'en plus, enfin, les hommes en général dans notre société ont plus de mal à s'exprimer sur leurs ressentis. Ils n'ont pas de communauté de pères, PAIR, où ils pourraient s'identifier. Dans leur représentation parentale, en fait, les pères des pères, hein, sont très peu présents, ou alors ils sont utilisés comme des contre-modèles. Et donc, en fait, c'est même avec les proches, il y a des relations qui sont décrites comme peu approfondies, parfois par manque de temps. Enfin, donc il y a vraiment un isolement en fait du partenaire que moi je soupçonnais peut-être pas autant, mais qui est vraiment ressorti des entretiens. Et par contre, la mère des pères ressort souvent, mais plutôt comme un soutien et un modèle pour pouvoir comprendre leur conjointe et pas pour se comprendre eux-mêmes. Et donc c'est vrai que c'est des espaces qui sont impensés pour l'instant et que nous on propose dans le cadre de cette consultation aussi. mm. Initier en fait ces recherches-là. Et ils ont aussi beaucoup de mal pendant cette période à se sentir légitimes d'être concernés puisqu'ils voient leur compagne comme quelqu'un qui est dans une période de vulnérabilité. Donc il y a un positionnement au second plan qui est important. Mais du coup, cette offre un peu particulière, ça peut leur permettre de retrouver leur place parce qu'après, face à ces incertitudes de partout dans cette période, bah, dans les discours des pères, parfois on a l'impression qu'ils veulent accompagner leur compagne et parfois on se demande s'il n'y a pas une forme de contrôle. Donc c'est compliqué, c'est une période compliquée et ça demande aussi des espaces privilégiés pour accueillir cette population, ce positionnement, quoi. Alors, moi, les gens que je rencontre, les questions de contrôle, c'est de l'anxiété, c'est de la peur, c'est Exactement. justement qu'il n'y ait pas assez de l'information, moyens de préhension sur ce qui est en train de se passer. Ensuite, je veux pas spoiler, mais les trois quarts des problématiques pour les personnes qui peuvent être à la retraite, 30-40 ans, même un peu avant, à un moment ou l'autre, on arrive sur la manière dont leurs parents pouvaient être soit désordonnés, soit avoir des questionnements, soit avoir des problématiques sur leurs parents eux-mêmes. Et évidemment que d'accueillir un enfant, en fait, en étant
pas complètement dans ses baskets ou en ayant des zones un peu d'égarement ou des zones qui sont pas complètement claires pour eux, c'est accueillir un enfant avec un terrain un peu accidenté et l'enfant va se placer par rapport à ça. Nos croyances, notre système de réalité, notre manière de concevoir et notre concevoir la manière de réagir se fait par rapport à ce que nos parents nous ont apporté. Et du coup, on se colle à leur manière d'être, à leur manière de pas dire les choses, à leur manière de trop dire les choses. Enfin, cette question de recevoir les pères, je l'entends comme une sorte de euh, possibilité en plus, parce que c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites pour les femmes, mais c'est une possibilité en plus pour que les enfants qui arrivent se sentent, soient encore peut-être un peu mieux accueillis, quoi. Ah, complètement, ouais. Oui, oui. À chaque fois, on a l'impression enfin, on nous dit, vous êtes utopiste, mais c'est le fond de notre pensée. Enfin, c'est évidemment, c'est de faire rendre le monde meilleur de demain, quoi. Enfin, Ouais, faire de meilleurs enfants. Et puis, on voit bien, surtout, enfin, quand on lit des trucs psy, etc., à quel point. Mais ton enfance, la manière dont tu es éduqué, les parents que tu as ont un impact ensuite dans ta vie. Donc après, bah oui, c'est utopiste, mais peut-être faut être utopiste pour. Typiquement, des gens qui sont dans une addiction, c'est des gens qui justement ont un trouble les trois quarts du temps. On arrive à, c'est mon père qui m'a appris ça, c'est ma mère qui m'a appris ça, une manière de réagir, une manière de, quelqu'un qui se réveille la nuit au moindre bruit à cause de trop d'anxiété. À un moment donné, on arrive aux parents. Et le fait d'être entendu et le fait de pouvoir reconnecter au système médical ou au système où il est possible de faire appel à des personnes pour être aidées, c'est pour ça que votre démarche, je la trouve juste magnifique, quoi. C'est bravo et merci. Non, mais bah alors venez les pères. Il nous reste encore plein de créneaux dispo. Bah après, on a conscience qu'on est sur un changement vraiment de. Oui, on est en pleine période transitionnelle, faut changer les mentalités, etc. Et, et oui, et côté professionnel de santé aussi. C'est tout un argumentaire à chaque fois qu'on doit sortir. Alors, en fonction des pairs qu'on a en face, mais aussi en face des professionnels. C'est fou de. Oui, c'est Ouais, comme un impensé de prime abord, et une fois qu'on explique, c'est comme une évidence. C'est assez Ouais. étonnant en ouais, fait comme projet. C'est-à-dire que au début, il y a une réaction un peu, non, mais c'est la grossesse de la femme. Enfin, il y a un truc un peu primaire défensif. Et finalement, dès que c'est un peu plus développé, il y a eu comme une évidence que c'est un besoin. Et juste pour rebondir sur ce qu'on disait juste avant sur les parents, sur les violences justement qu'on a pu ouais, vivre notamment dans l'enfance. Ça, c'est des choses qu'on aborde aussi, en tout cas, c'est des questions qu'on pose dans la consultation. Et ok, ce qui est fait dans le contenu de cette consultation, c'est qu'on aborde un sujet de prévention, on va délivrer un flyer d'information et des numéros à joindre, et on va aussi donner les noms des professionnels et les professions des professionnels qui peuvent servir. Donc, on va demander, est-ce que vous avez subi des violences dans votre vie, etc. Et on va aussi parler de la violence qui peut émaner au sein du couple, parce qu'on sait quand même qu'il y a 220 000 ouais, femmes qui subissent de la violence conjugale par an en France. Donc, ça vient pas de nulle part. Et la grossesse, c'est quand même un facteur favorisant de déclenchement de violence. Donc, c'est hmm, pas que les femmes, mais je veux dire quand même. Et donc, du coup, c'est aussi quelque chose qu'on aborde, pas en disant est-ce que vous êtes un homme violent, mais plutôt en disant est-ce que vous avez vécu des violences, Exactement. Oui. comment ça se passe au sein du couple. Si jamais il y a une tension, si vous sentez que ça monte, il y a des professionnels qui peuvent vous accueillir, qui peuvent vous aider et vous accompagner dans la gestion de vos émotions. Et ça, c'est quand même, ça change pas la face du monde, mais le fait qu'un professionnel euh, l'ait abordé à ouais. un moment donné, C'est clair. ça ouvre une porte. Et c'est une première porte. Et nous, on espère que peut-être un jour, il y a un packaging pour les pères Ah oui, ça c'est clair. de soins, mais ça, Ouais. déjà, il faudrait que toutes les femmes aient accès à leur packaging. Bah, très franchement, moi, Père. je vois que de faire évoluer une croyance,
Évidemment que ça n'a l'air de pas grand-chose. Ça n'a pas l'air quantifiable, mais en vrai, entre une personne qui vous crie dessus parce qu'elle est trop fatiguée et une personne qui dit bah là je suis fatigué, du coup j'arrive pas complètement à recevoir ce que tu es en train de me dire, en vrai ça fait évoluer énormément de choses. Donc c'est vrai, comme vous dites, ça peut paraître infime et ça peut paraître étrange de parler de ça, mais concrètement, moi je le vois, simplement le fait de permettre aux gens de, d'enlever des barrières ou de voir les barrières d'une manière un peu différente et de se permettre d'être un peu plus au clair avec ce qui leur arrive à eux, ça permet tout autour d'eux, en fait, d'avoir quelque chose de plus sain. Voilà, c'est important que les professionnels orientent les pairs parce que c'est vraiment la répétition de l'information, surtout quand elle est portée par des professionnels, parfois par les compagnes, mais c'est vraiment ça qui a orienté les pairs et ils sont motivés par leur santé, la santé de l'enfant, mais aussi par le fait que c'est un nouveau rôle et que là c'est un nouveau dispositif, il y a quelque chose qui se passe à cet endroit-là, on va leur délivrer de l'info. Donc ça, c'est vraiment des messages à délivrer quand vous avez des pairs, quand vous recevez des couples qui vont avoir un enfant ou qui projettent d'en avoir un. Voilà, c'est important que les pères soient orientés parce que, de facto, avec tout ce qu'on vient d'expliquer, les pères ne vont pas réaliser qu'ils ont un besoin là-dessus, forcément consciemment. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin, pour ce changement de paradigme dont Julie parlait, qui est aussi un portage et un accompagnement des professionnels sur cette consultation parce que voilà, c'est les pères qui se rendent à la consultation sur leur initiative et du coup, on a besoin qu'elle soit aussi voilà, motivée et accompagnée par les professionnels autour. Super. Concrètement, comment est-ce que les pères peuvent faire? Donc, il y a 2 moyens, 2 lieux. Le CMS, Centre municipal de santé Sabatero, qui est sur la place de la mairie, la grande, au 4e étage, et à l'hôpital de Montreuil dans le service du CJ. Vous avez soit un mail, soit un numéro de téléphone, soit il y a des QR codes qui renvoient directement au compte à Doctolib. Ok. Il y a vraiment des créneaux, il y a différents horaires qui sont proposés. Il y a un créneau le samedi matin une fois par mois. Le lundi, ça va quand même jusqu'à 19h. Enfin, voilà, on a essayé vraiment de s'adapter au maximum pour que ce soit accessible aux pairs. Avec tout ce qui a été dit, est-ce que vous voyez quelque chose de plus à rajouter avant de se faire au revoir Venez en consulte. Venez en consulte. Les pères et venez en consulte. Maintenant, ça peut... On en a besoin pour aussi qu'elle soit portée. On a besoin aussi de pères, s'il y a des pères qui nous voient et qui l'ont eu, qui se mobilisent, qui en parlent, voilà, que l'information soit diffusée pour que ça prenne, parce que ce serait dommage que ce soit pas utilisé alors que c'est nécessaire. D'accord, ok. Chouette. Eh ben, merci pour ce moment. Eh ben, merci à vous pour toutes ces idées et puis pour la mise en place de cette consulte et pour en avoir aussi bien parlé. Et je souhaite à tous les pères de pouvoir prendre rendez-vous et puis se faire du bien pour faire du bien autour d'eux. Donc, ouais. C'est le beau mot de la fin. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.